n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football. Tels sont les mots d'Albert Camus, écrivain français de renom et grand passionné de football. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 nous ont prouvé que cette citation dépasse le simple spectre du sport roi. L'ambiance mise tout au long de ces Jeux a rappelé à tous l'importance des supporters, acteurs à part entière du sport. Des JO para, partout d'une même voix, les supporters français et étrangers ont encouragé leurs athlètes dans une ferveur populaire endiablée. Édith Piaf, Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Joe Dassin ont fait de Paris un karaoké à ciel ouvert. Chaque stade s'est transformé, le temps d'un instant, en véritable arène où des athlètes de toutes les disciplines et de toutes les nationalités ont ensemble célébré le sport. Alors que les supporters sont régulièrement pointés du doigt en marge de matchs de football notamment, cette Olympiade a permis de rappeler leur importance dans le spectacle sportif. Dans des sites de compétition sublimes, les drapeaux de femmes et d'hommes venus de tout horizon ont coloré ces jeux, volontairement hors des murs des enceintes habituelles. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Sibelle Leclerc, tu es designer chez Thales et tu as été volontaire opérateur litige tribune épreuve hippique à Versailles. Et Nicolas Eudes, de ton côté, tu es fondateur de Stadium Traveler, qu'on surnomme le TripAdvisor des stades, qui est pensé pour faciliter l'expérience spectateur dans les enceintes sportives. Aujourd'hui, sur Miro Média et Radio Campus Paris, vous allez croiser vos regards autour du thème du supporterisme et de la ferveur lors de ces fameux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Enfin, la conclusion de cet épisode sera assurée par Malo Bernard, fondateur de Sold Out, qu'on surnomme le Too Good To Go du sport, qui a comme ambition de repenser le système des billetteries sportives en France. Donc je vais me tourner vers toi, Cybèle, pour commencer. En tant que bénévole opératrice litige, en quoi consistaient tes missions? Alors moi, en fait, je faisais partie des rares volontaires qui étaient, exclusivement aux tribunes, et donc nous, notre mission, c'était avec l'équipe de billetterie de s'assurer que tout le monde était bien placé au bon endroit et surtout, en fait, tout ce qui est litige, donc se retrouver avec des personnes, par exemple, qui ont des billets, qui ne sont pas côte à côte. Voilà, les replacer côte à côte, notamment des mineurs qui peuvent être séparés de leurs parents, des personnes qui auraient eu des accidents, entre le moment où ils ont acheté leur billet et le moment où ils se rendent, sur le lieu, des JO. Du coup, les replacer à un endroit qui sera plus accessible pour eux. Donc voilà, gérer tout ce genre de litige, et donc du coup, faire en sorte que tous les spectateurs en tribune aient une bonne expérience et soient placés au bon endroit avec les bonnes personnes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'être bénévole, pendant les JO? On nous a dit que tu avais, posé des jours de congé exprès pour être bénévole pendant cette période. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Il y a une raison particulière? En fait, moi, je suis cavalière. J'ai fait, de l'équitation pendant plus de 10 ans, je crois 15 ans, je veux pas dire plus au cas où j'ai pas fait, vraiment 15 ans. Mais, il me semble que j'ai fait de l'équitation pendant au moins 10 ans, et en fait, je voulais vraiment assister aux JO, je voulais voir les épreuves hippiques, sauf qu'on l'a bien vu, ça coûtait hyper cher les billets, heu et je me suis dit: «Bah, quitte à vivre cette expérience, autant la vivre à l'intérieur». J'avais aucune garantie d'être en tribune, évidemment, j'aurais très bien pu, être bénévole sur une toute autre mission. Mais, je me suis dit: «Bon allez, je tente, quitte à participer aux JO, ils sont chez nous, autant le faire jusqu'au bout». Et c'est ça qui m'a poussée à être bénévole et quand, j'ai appris mon poste, je me suis dit: «Franchement, là, c'est le poste idéal, c'est bon, j'y vais, quoi». Donc c'est un pur hasard que tu te sois retrouvée, bénévole à ce poste, à Ouais. Versailles? Alors moi, j'avais demandé Versailles, mais en fait, en soi, tu pouvais très bien être en billetterie, mais par exemple billetterie, du côté, des Oui. entrées. Donc du coup, pas du tout sur le site de enfin, sur le site de l'événement, mais pas à l'endroit où, tu les compétitions. J'ai vu plein de bénévoles qui, pour le coup, n'ont passé, aucune minute en tribune, Mmh. et du coup, c'était vraiment en fin de service, qui venaient passer 10 minutes voir des épreuves, mais c'est tout, quoi. Oui, donc c'est pas du tout la même, expérience. C'est ça. Nicolas, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux, présenter un peu, toi, ton application, et ton implication dans le supportérisme, en France? Tout à fait. Bah, Stadium Traveler, en fait, c'est la plateforme qui recense toutes les infos pratiques à connaître sur tous les stades du monde entier. Donc, principalement foot, mais aussi rugby désormais. Et maintenant, on tend à s'étendre vers tout type d'événements qui peut se dédier dans un stade, en fait. Et D'accord. notre but, en fait, c'est de recenser tous les bons plans, tous les conseils. Bah, en fait, comment on y vient, comment acheter des billets, quels sont les modes de transport, s'il y a des offres sur les transports en commun, quels sont les parkings, est-ce qu'il y a de bonnes adresses. Voilà, donner en fait toutes les informations qu'on n'a pas forcément. Si on ne connaît pas, on peut vite être perdu. C'était parti tout simplement d'un constat personnel sur un match à Dortmund, qui est un des stades les plus historiques en Europe, et où ça a été hyper compliqué de comprendre le système de parking, le système allemand
pour la restauration, et cetera. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas de plateforme qui recensait toutes ces informations-là. Donc c'est une plateforme qui recense tout ça, qui crée une communauté d'entraide et de partage, où chacun peut suivre la collection de tous les stats qu'il a fait et ajouter, en fait, tous les matchs qu'il a vus, le partager à ses amis et se partager des bons plans, des conseils, des retours d'expérience, en fait, entre passionnés. OK et du coup, pendant les Jeux, tu as eu l'occasion de visiter, plusieurs sites et stades, j'imagine. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier? Bah, c'est vrai que les JO, pour le coup, c'était un exemple assez incroyable de lieux qui ont été pensés pour le spectateur et toute l'expérience était intégralement incroyable, du fait forcément aussi des bénévoles, où ça apporte du coup plein de personnel autour des lieux qui aident, qui aident une expérience optimale. Mais c'est vrai que je pense que le plus impressionnant, ça reste devant la Tour Eiffel. Sur le beach volley, là, c'était un lieu exceptionnel. Bon, pour les entrées, il fallait comprendre, mais en fait, après, c'est tout un chemin qu'on suit petit à petit. Et une fois qu'on est dans le lieu, c'est juste magnifique de voir le lieu, d'être au cœur de l'histoire de la France, en fait, Mmh. et de vivre le lieu sportif avec des tribunes adaptées, des restaurations, et cetera. Tout était pensé. Donc ça, je pense, pour le coup, c'était quand même le lieu le plus incroyable qu'ils ont réalisé. Et donc dans l'ensemble, tu trouves que la signalétique a été bien mise en place, enfin que c'était facile de se repérer dans les sites, et les enceintes sportives, C'était exceptionnel parce que pour le coup, Paris vivait 100 pour les JO. On le sentait qu'il y avait de la signalétique partout. Même j'ai souvenir que même si on prenait n'importe quel métro dans Paris, directement on avait au moins un bénévole ou un panneau qui nous indiquait. Donc en fait, c'était impossible de se perdre, c'est impossible de se tromper. Et je pense quand même des touristes qui n'ont pas l'habitude ou qui avaient peur ou quoi que ce soit, c'était impossible de se tromper sur ces JO. Je vais revenir plutôt maintenant sur, l'ambiance. Donc, toi, Cybèle, qui a été, comme tu dis, en plein cœur des tribunes, est-ce que tu as observé, vraiment quelque chose chez les spectateurs? Notamment chez les spectateurs, on sait que les spectateurs, de compétition hippique, c'est pas forcément les mêmes que pour le football, le rugby. Est-ce que toi, il y a vraiment un truc qui t'a marqué au niveau de l'ambiance? Tu étais en plein dedans, donc il devait y avoir une effervescence. Bah, comme tu dis, l'ambiance sur des jeux épiques, c'est vraiment différent Mmh. parce qu'on n'est pas sur une ferveur où on va crier à chaque fois qu'il se Ouais. passe quelque chose. Au contraire, c'est toujours très calme parce que l'équitation, forcément, on a un cheval. Et un cheval, ça réagit à beaucoup de stimuli. Et justement, j'ai trouvé ça impressionnant de voir que, mine de rien, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient là, pas parce qu'ils désiraient voir des épreuves épiques spécialement, mais parce qu'ils voulaient juste vivre les JO et que c'était proche de chez eux ou toute autre raison, et qui en fait se sont conformés aux règles qui leur ont pas été imposées, mais qui leur ont été insufflées par l'ambiance générale. De voir que pendant le dressage, personne ne parle, que les gens applaudissent quand il y a le salut de fin du cavalier. Pendant les obstacles, que les gens évitent de faire des commentaires pendant qu'il y a le saut, et que pareil, ça se fait au dernier obstacle. Donc il y a vraiment en fait toutes ces règles-là un peu qu'on se dit pas parce que nous, on les connaît en tant que cavaliers, mais tous les spectateurs qui n'y connaissent rien, finalement, se sont pliés très très vite à ces règles-là, et j'ai trouvé ça hyper impressionnant parce que à aucun moment il y a eu des ferveurs qui étaient mal placées par rapport justement à des épreuves épiques qui sont hyper spécifiques en termes d'ambiance. Et au contraire, pendant entre deux épreuves, là il y avait toute la ferveur qui ressortait, plein d'animations, les gens dansaient, applaudissaient, enfin voilà. Oui, donc en fait, il y a vraiment des règles implicites, enfin, j'imagine, toi, que vous aviez pas dicté des règles, C'est ça. au public et en fait, c'est respecté. C'est un peu comme dans le tennis, on sait que, voilà, pendant que les joueurs, échangent le service, on va pas crier, on va pas encourager, il y a un moment dédié à ça et donc oui, c'est fou que, naturellement, le public, s'adapte. Donc tu as pas observé de débordement pendant ton expérience? Il y en a peut-être eu quelques-uns, mais ils ont été assez vite maîtrisés parce qu'en fait, au final, les gens autour vont dire: «Ah non, mais à ce moment-là, faut pas crier, à ce moment-là, faut pas applaudir», et en fait, il y a une sorte de pédagogie aussi qui s'est installée. Nous, comme forcément on était en tribune, il y a aussi beaucoup de gens qui nous interrogeaient. Du coup, à quel moment je peux partir? Parce que pareil, nous, on pouvait pas non plus laisser rentrer des gens Mmh. Pendant. pendant, qu'un cavalier, faisait, son épreuve de dressage, par exemple. Donc du coup, les gens étaient, bloqués à ce qu'on appelle les vomitoires, qui sont en fait, les sorties vers les gradins, et les gens étaient bloqués, donc posaient des questions, du coup, à quel moment on peut passer, et cetera. Et en fait, au fur et à mesure, les gens comprenaient assez vite les règles. Ils n'hésitaient vraiment pas à demander, et en plus de ça, il y avait, voilà, une vraie pédagogie qui se faisait par les spectateurs envers les autres spectateurs. Donc ça, c'était vachement cool. Ouais, c'est cool parce que du coup, il y a une ferveur, mais qui est différente à cause du sport, de la discipline qui est différente, mais c'est une ferveur quand même, en fait, c'est une autre forme
de ferveur. Et pour rebondir, c'est vrai que je vois des différentes expériences que j'ai eues dans les différents sports, c'était que c'était adapté 100 à chaque sport. Et on voit du coup en sport hippique où du coup ça respectait les calmes et cetera. En beach volley et en volleyball où il y avait des actions spéciales de chants spécifiques selon des actions, où les gens se prenaient au jeu et en fait au bout d'une 20 minutes on a tous le chant en tête, que s'il y a un match c'est tel chant, que s'il y a un tel point, enfin à chaque fois c'était adapté. Donc en fait pour chaque sport c'était super bien adapté, ce qui crée une ambiance complètement différente. Et même si on vient qu'on connaît pas les règles, de toute façon en fait au bout d'une demi-heure on est dedans et on est à fond. Ouais, donc en fait, on est très vite emporté par, la ferveur et il y a pas enfin, même sans connaître, par exemple, moi, je sais que je connais pas spécifiquement le volley, mais si je vais dans le stade, au bout de 2 minutes, je comprends et ouais, ça, c'est vraiment propre, bah, aux jeux olympiques, en fait. Puis les gens se parlaient, en fait. C'est Mine de ça. rien, les spectateurs parlaient entre eux et ce qui faisait que, comme tout le monde venait pour vivre, un événement, vivre une expérience, bah, tout le monde se parlait donc ça aidait beaucoup. Oui, en sachant qu'en plus, on sait que c'est quelque chose qui se perd un peu Ouais. de se parler et c'est vrai que quand on va voir un match de foot, c'est parce qu'on choisit spécifiquement, donc c'est souvent un public qui se ressemble et là, j'ai l'impression qu'avec les jeux olympiques et paralympiques, on a toutes sortes de publics, comme tu disais, ils ont pas forcément choisi de voir un sport hippique, mais en fait, ils sont là, ils s'adaptent aux règles et ça leur plaît, ils sont dans le mouvement. Si tu devais, Nicolas, noter les stades, et sites des JO sur ton propre site, sur quoi, tu mettrais la meilleure note? Est-ce que du coup, c'est sur le site de la Tour Eiffel comme tu m'as dit? Sur, la meilleure note, je dirais quand même pas la Tour Eiffel, parce que c'était quand même le plus dur finalement quand même pour y accéder. Parce que bon, ça il y a beaucoup de contraintes techniques autour de la Tour Eiffel, donc pour les accès, c'était pas le plus simple. Mais ça, typiquement, en exemple peut-être d'un des meilleurs que j'aurais fait, je pense, c'est le golf national, qui était très en dehors de Paris. Mais ça, c'était impossible de se rater parce qu'en fait, n'importe quelle gare où on allait prendre un train qui était dédié, à peine on sortait de la gare, il y avait directement des barrières qui nous emmenaient à la bonne navette. On avait la navette pendant 20 minutes, on arrive, fallait marcher 30 minutes le long de barrière. En fait, on partait à 2 heures de Paris en dehors, mais sans aucune galère et en n'ayant pas du tout à réfléchir en fait. On avait même pas besoin de maps, rien du tout. On avait juste à pied à suivre, et il y avait des bénévoles, il y avait des barrières, il y avait des panneaux et on se retrouvait au golf national qui est plutôt loin de Paris. Donc ça, je pense typiquement, c'est un exemple parfait de tout était pensé de A à Z, on n'a pas attendu une navette, rien. Château de Versailles, c'était un peu préparé aussi sur, les sports hippiques. Enfin, on arrivait à peine à la gare, tout de suite, aucun était dirigé, il y avait une navette, on arrivait, on marchait, enfin, aucune question à se poser et ça, c'était vraiment impressionnant. Parce que c'est les lieux normalement les plus compliqués à faire comprendre aux personnes comment se déplacer et cetera. Et donc, entre la signalétique et les bénévoles, c'était impossible de se rater, donc je pense que la meilleure note irait sûrement au golf national. OK, puis c'est vrai qu'en plus, dépendant la génération, on sait que les personnes plus âgées, ils ont pas forcément de smartphone et tout, donc pour se déplacer comme tu dis, s'ils ont pas Maps et qu'il y a pas assez de signalétique et qu'ils peuvent pas se repérer facilement, ça peut être plus compliqué. Surtout que sur des stades traditionnels, c'est déjà la problématique en général. Si Oui. on Ils avaient pas de signalétique, donc si on connaît pas, on se retrouve à devoir faire un tour de stade. Enfin, Mmh. c'était le Stade de France en est un des meilleurs exemples. Mmh. On peut vite passer 20 minutes à marcher autour sans trouver. Et là, exceptionnellement, bah, même pas avec les JO, c'était assez simple de s'y retrouver. Donc, comme vous voyez qu'un travail de signalétique, tout Mmh. était vraiment bien pensé. Oui et les bénévoles comme Et les tu dis qui bénévoles surtout, ça indiquent, c'était le gros ouais. point, parce que du coup, ils sont partout. C'est vrai qu'il y en avait partout, partout, Ouais, partout Partout. des bénévoles. et puis on les reconnaît grâce à leur tenue, enfin c'est vrai Ouais. que tout a été pensé pour qu'ils soient vraiment reconnaissables et sur quoi il reste du boulot, d'après toi? C'est là que c'est le plus compliqué à dire parce que vraiment comme dit, j'ai beaucoup d'expérience dans les stages, j'en ai fait déjà plus de 150, 150 à Ouais. peu près en Europe, et honnêtement les JO, c'était un perfect où il y avait aucun problème en fait. Après OK. quand j'en discute avec les clubs pour essayer de trouver des solutions, il revient toujours, bah, finalement vu qu'il y a les bénévoles, c'est la partie humain et ça c'était le plus simple parce qu'en fait partout, même si jamais en fait, même si on n'est pas perdu, ça nous met en confiance. On se dit: «Il y a quelqu'un qui est là au cas où si jamais j'ai un Mmh mh. donc ça, c'était quand même un gros point de vue et que forcément, vu que c'était les JO, toute la ville pouvait se mettre aux couleurs, Mmh. que sur tout type d'autres événements, c'était pas possible de mettre ça partout. Donc c'est des choses qui sont pas copiables, mais Mmh. par contre sur le reste, c'était vraiment incroyable parce que l'application qui était dédiée aussi pour s'y retrouver selon les points et cetera, d'avoir des plans de chaque infrastructure, on savait pertinemment quel stand de restauration, qu'est-ce qu'on pouvait manger, à quel endroit précisément, des toilettes et cetera. Enfin, c'est plein de petits détails absolument dingues et même quand je Mmh. vois sur la partie handicap, il y avait toujours, même les endroits où il fallait marcher, il y a toujours des petites voiturettes pour que les personnes puissent être accompagnées sur le handicap ou les personnes à mobilité réduite aussi. Donc ça, c'était hyper impressionnant, en fait, surtout sur ce sujet-là où il y a la problématique qu'ils ne pouvaient pas mettre de transport quand même au pied de l'événement, mais malgré ça, n'importe quel public pouvait s'y retrouver. Et ça, c'était assez incroyable parce Ouais. qu'on sait notamment que Paris, avec les métros, et cetera, c'est pas forcément adapté pour ça initialement. Mmh. Donc c'était un travail absolument monumental où ils avaient bien pensé à tous les aspects. Ouais, tout a vraiment été pensé. Je vais vous poser une question un peu plus générale. Maintenant que Paris 2024 est derrière nous, comment, d'après vous, peut-on garder cette énergie, cette ferveur, comme héritage, de ces jeux olympiques et paralympiques et le garder pour, bah, les prochains grands événements, sportifs? C'est ça qui
l'héritage, c'était un sujet majeur, je pense, des JO qu'on a bien entendu parler Mmh. dans le domaine, c'était une répétition continue. Mmh. Je pense déjà tout le côté, en fait, organisationnel. Parce qu'en fait, Ouais. les JO, je pense, pas forcément de reprendre des choses qui ont été faites parce que de toute façon, c'est des choses qui sont inatteignables Mmh. parce que les JO, ça reste un budget et une quantité de personnes impliquées absolument énorme et que, voilà, ça reste un cas très particulier, mais ça n'empêche que sur l'organisation, sur la manière de voir les choses et surtout, ça a prouvé qu'en fait, c'est possible. Mmh. Qu'on peut réussir à bien organiser, qu'il peut ne pas y avoir de problème, qu'on peut penser à tous les aspects, qui fait que c'est bien pensé, c'est bien organisé, qu'il y a pas de problématique. Sur l'aspect de la billetterie aussi, c'était des sujets hyper importants. La quantité de personnes qui voulaient des billets, ils ont prouvé que c'est possible par des systèmes, par des cas d'étapes à passer, par du tirage au sort, et cetera. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faisables et je pense que c'est dans ce cas-là où c'est un exemple, dans la manière dont comment ça a été organisé pour pas tout reprendre. Mais en fait, je pense que c'est surtout avant tout une preuve que c'est possible. Maintenant, à chacun de se l'adapter à soi-même, mais c'est possible en fait. Je voulais juste te rejoindre sur le fait qu'on a réussi à prouver qu'on sait concevoir une expérience, voire même des expériences, et qu'on sait les concevoir de A à Z. Et je trouve ça dommage qu'on, enfin, si on garde pas ça, cet héritage de on est capable de le faire, et de dire bah voilà, on met pas à disposition un lieu, non, on sait créer tout ce qui est autour. Je trouve que c'est une belle preuve de ce que les JO ils ont pu nous apporter, de dire bah voilà, nous les Français on est capable de faire ça, on est capable de faire un truc en plus décalé, parce qu'on l'a bien vu avec la cérémonie Mmh. d'ouverture, Tout à fait. on a quand même eu du métal en introduction. Euh, Ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'adore ça, mais me dire, bah, on a un groupe français de métal qui a fait l'ouverture des JO. Derrière, on a eu Céline Dion, on a eu machin, on a eu bidule. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est tellement osé, c'est tellement français en fait. Et de se dire, bah, en fait, on est capable de faire de notre différence et de notre côté un peu décalé, un peu révolutionnaire, quelque chose d'hyper positif et quelque chose qui réunit et qui rassemble. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais. En fait, on en est capable. Mmh. Et surtout pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je pense qu'on voit les JO à quel point c'était critiqué tout l'avant JO, enfin pendant des années on était dedans, c'était terrible, Ouais, personne ne pouvait carrément. rien dire. Moi c'est vrai qu'honnêtement être dedans à partir de 6 8 mois avant, je me suis rendu compte que c'était bon, ils étaient prêts. Mais c'est vrai qu'avant ça faisait un peu peur parce qu'on n'avait pas d'informations, on Mmh. n'avait pas de visibilité. Mais moi je trouve absolument dingue, je pense qu'on l'a tous ressenti, mais le soir de l'ouverture, à quel point ça a été un changement Mmh. complet, que c'était Tout à fait. l'événement qui allait être le raté de l'année, que d'un coup pendant 2 semaines ça a été l'explosion, que tout le monde qui est parti de Paris était hyper déçu: «Mince pourquoi je suis parti de Paris?» et qu'en fait on sort des JO où la France maintenant est la référence mondiale dans comment organiser un événement. Ce qu'on n'aurait jamais pensé et qu'organiser par exemple à la Tour Eiffel ou au Grand Palais, tous ces lieux-là, c'est quand même des lieux qui, pour n'importe quel pays, normalement c'est quasiment impossible à réaliser parce qu'en fait c'est se rajouter des contraintes. Déjà que des JO de base dans des lieux c'est compliqué, mais alors en plus le faire en des lieux qui sont pas faits pour accueillir du public comme ça, vraiment c'est une galère, c'est impossible, c'est infaisable et ils l'ont fait. Donc Mmh. c'est juste la preuve, comme dit, en fait c'est faisable et qu'on est passé de pays qu'on allait être la risée du monde à pays, référence mondiale maintenant. Et du coup, comment on peut expliquer ce revirement? C'est la ferveur, c'est la fraternité entre tous les Français, tous les parce que c'est vrai que la cérémonie a vraiment été enfin, avant qu'elle arrive, on se disait: «On sera pas prêt, ça va être n'importe quoi» et puis finalement ce moment, il est vraiment marqué, enfin, marqué dans le temps, Bah, quoi. je pense que c'est un syndrome quand même à la française où ça a Ouais. été les gens ont critiqué. Ils ont critiqué sans savoir et en fait on s'est retrouvé sur les lieux où les gens ont vu Mmh. et en fait ils pouvaient rien dire parce que tout se passait parfaitement. Mmh. Donc je pense que Malgré la c'est pluie surtout. malgré la pluie, enfin ils ont eu quand même tout le contexte qui était contre eux Oui, c'est initialement. vraiment ils ont pas eu de chance. Mais je pense, ouais, c'est un peu à la française que ça arrive souvent, qu'on va beaucoup critiquer quand, en fait, les personnes ne savaient rien, ils savaient absolument rien ou un article de presse, mais pas Mmh. plus donc voilà, c'était la preuve que en fait, quand on avait sous les yeux, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Mmh. Bravo et félicitations. Et au final, tous les gens que je connais qui ont participé à une épreuve des JO, ils ont adoré leur expérience. Alors qu'il y avait plein de gens qui critiquaient. Et au final, tous les gens qui l'ont vécu, bah, ils ont un petit manque, quoi. Mmh. Bah, c'est vrai que même moi, personnellement, je sais qu'avant que quand j'avais mes billets, j'avais été dans les starting blocks, mais n'importe qui autour de moi disait: «Oh, tu vas pas faire ça, qu'est-ce que tu vas aller à Paris, tu vas payer des millions d'euros» et bah, au final, après, c'était: «Ah, comment je fais pour les jeux paralympiques pour me rattraper?» Ouais, c'est ça. C'était le changement, C'est vrai qu'il y a eu un vrai revirement de gens qui disaient: «Mais en fait, machin, ah mais ça t'a plu? Ah c'était bien. Ah ouais, tes vidéos sur Instagram, ça avait l'air cool. Bon, je vais voir comment je peux m'acheter une place», et vu que tu pouvais quand même encore, réussir à trouver des places un peu à la dernière minute, au final, tous les gens qui étaient un peu, ouais, en critique de ce qui pouvait se passer, se sont prêtés au jeu et ont adoré l'expérience parce que c'était une vraie bonne expérience, quoi. Ouais, finalement, ça a mis tout le monde, d'accord et justement, pour rebondir sur ça, est-ce que vous diriez que ces, jeux olympiques et paralympiques, ils ont permis à des personnes qui sont pas forcément, enfin, qui vont jamais au stade, qui suivent pas forcément les compétitions sportives, de se sentir vraiment, incluses, à part entière, dans cet événement? C'est sûr et Mmh. certain qu'il y a plein de personnes qui se sont été intéressées. Après, c'est toujours l'effet de JO, où du coup, dans la suite, on s'intéresse pas à un sport. Enfin, on le voit avec le tennis de table, que maintenant, c'est un sport que Ouais. tout le monde veut faire, qu'avant, c'était pas le cas.
c'est l'effet JO traditionnel. Mais je pense que pour aller dans des événements et notamment je pense Malo qu'on a en fin Mmh. d'émission, c'est le cas où lui c'est justement sur ce sujet-là où il va à fond. Mmh. Parce que c'est des personnes qui en fait on se rend compte typiquement que les événements on peut déjà le voir au quotidien. L'escrime qui était super dur à voir aux JO, mais on l'a dans toutes les villes de France sur les championnats du monde et les championnats d'Europe, Mmh. c'est les mêmes. Sauf qu'on le connaît pas, on n'est pas au courant et donc je pense, là j'ai pas de chiffres quoi que ce soit, mais j'ai l'impression quand même que ça a beaucoup développé ce côté-là, qu'on peut Mmh. aller voir des sports et n'importe quel sport en fait, c'est génial. Carrément. Même j'ai encore un exemple récent où, en boccia, la Française qui avait remporté une Mmh. médaille d'or l'an dernier, bah, là, elle a remporté un titre. Ouais, Mais ça a fait un buzz monstre parce que du coup, maintenant les gens les suivent alors qu'avant personne connaissait ce que c'était comme sport. ouais, Donc, carrément. je pense que ça a créé une dynamique où du coup on a connaissance Mmh. et vu qu'on a vu du positif dessus, maintenant on a un peu un œil dessus. Alors il faut que ça dure dans le temps, on est qu'1 an après, mais je pense qu'1 an après c'est déjà un bon repère. Ouais, carrément, ça a permis de mettre en lumière certaines disciplines qu'on suivait, pas du tout et que maintenant on a envie de suivre, en fait. Et pour finir, je vais finir avec une dernière question. Est-ce que vous avez l'image d'un supporter qui vous reste, en tête après ces jeux, toi en tant que bénévole? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, une réaction, un regard ou un moment même, Honnêtement, moi, j'en ai plein. En fait, je vais un peu dans les coulisses de ce qui se passait, mais très souvent, les jours où on avait des Français qui allaient concourir, on installait des zones, des fan zones, où on mettait un drapeau français, on mettait, des petits trucs pour claquer les mains et cetera et donc il y avait des zones comme ça qui étaient dédiées, où on essayait de mettre, bah, des Français, des étrangers, mais avec que des trucs français et en fait, moi, j'ai adoré parce que, bah, il y avait des Allemands qui étaient là, parce qu'il y avait plein d'Allemands qui concouraient, sur les courses hippiques, enfin, pas sur les courses hippiques, pardon, qui concouraient sur les épreuves épiques, et ces Allemands, ils se sont retrouvés dans la fan zone avec un drapeau français alors qu'ils avaient leur peinture allemande et tout. Et ben ces gens-là, ils ont effacé leur peinture allemande. Il y avait un couple de Français qui étaient là, qui nous avaient mis des drapeaux français sur les joues et tout, bah, qui leur ont mis sur les Allemands. Et les Allemands, ils étaient là avec leur drapeau français, avec leur clap-clap français, à bah, juste acclamer dès qu'il y avait un Français qui était là, alors qu'à la base, ils étaient venus avec leur peinture allemande, leur drapeau allemand et tout, mais juste parce qu'ils étaient dans la fan zone, ils se sont pris en jeu et moi, j'ai trouvé ça génial. ah ouais, c'est génial, c'est hyper fort comme image, Ouais. en vrai, de là à effacer sa nationalité Et et les se Allemands, c'est des vrais supporters ouais. aux épreuves hippiques, hein, c'est incroyable. Et ben là, ils ont dit: «Allez, on se met dans le truc» et ils étaient vraiment dans l'ambiance, c'était exceptionnel. C'est génial. Et toi, Nicolas, est-ce Mais qu'il y a c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti plusieurs fois que les étrangers qui venaient là, de toute façon, ils venaient pour la fête. mmh, Donc quand il y a des Français, c'était génial parce que pour eux, c'était le moment où il y avait forcément la plus grosse ambiance. mmh, Mais je pense que alors j'ai 2 petites anecdotes marquantes, c'est une, en volley et en beach volley et en volley-ball dans les 2 où j'ai eu des brésiliens complètement fous autour de moi, qui étaient venus pour voir du beach volley, c'est leur sport majeur et j'étais allé voir un match de brésiliens et j'ai jamais vu des supporters aussi fous. On sait qu'en Brésil, ils sont comme ça et là, je me disais: «C'est dingue, ils sont venus du Brésil à Paris pour voir du beach volley» et là, ils étaient comme des fous. Enfin, c'était une ambiance de dingue alors que moi, je venais juste voir un touriste. ouais, Le sport et la deuxième bah, sur la finale de foot aux JO. mmh, Pareil, le foot aux JO qui était tellement critiqué et cetera, bah, on était en finale. Moi, avant la compét, du coup, j'avais pris mes places en finale, pour en fait, je me suis retrouvé dans le COP, enfin le COP, du coup, la zone fan au premier rang et en fait, on s'est retrouvé à 5-6 parce qu'on fait partie d'une association de supporters, les mmh, maraudeurs du sport et on s'est retrouvé au premier rang à essayer de lancer des chants parce que bon, c'est un public assez familial, mais ça n'empêche que ça a pris grâce au score et tout. Donc ça reste vraiment un moment marquant, on était à 5-6 devant avec, un petit mégaphone et essayer de faire comme on pouvait et qu'on a quand même réussi à lancer un stade de 40 000 à sauter et cetera, donc c'était quand même un moment, on s'est rendu mmh, compte cool. que n'importe qui pouvait se mettre dans le délire, alors que la finale, il y avait pas beaucoup de Français Mmh. techniquement, c'était un peu tous les pays qui étaient représentés, mais tout le monde se mettait dedans, parce qu'il y avait la France, donc c'était un moment sympa. Du coup, Cybèle, toi qui disais que tu es une ancienne cavalière et passionnée d'équitation et qui a été, bénévole, à Versailles pendant ces Jeux. Est-ce que du coup, tu as eu l'occasion et l'envie surtout d'aller sur d'autres sites? Est-ce que tu as pu découvrir, d'autres disciplines, d'autres ambiances, durant ces Jeux? Alors moi, j'aurais adoré voir d'autres sites, parce qu'effectivement, quand tu vois le site de Versailles, mais que tu vois à la télé celui de la Tour Eiffel, et celui du Golfe qui avait l'air incroyable aussi. En fait, quand tu vois les autres sites, tu te dis: «Bah, j'aimerais trop y aller». Bon, j'ai pas pu parce que, bah, mission, volontaire, donc du coup, bah, j'avais pas prévu en fait, que ça me prendrait autant de temps, mais j'aurais adoré voir d'autres sites. Les autres sites, ils avaient l'air incroyables, surtout ceux dans Paris. C'est vrai que Versailles étant un site éloigné comme celui du Golfe, tu profites pas exactement de la même expérience. C'est vraiment une expérience, sur mesure des transports jusqu'au site, mais tu pas ce déambuler dans Paris, voir la flamme olympique, voir la vasque, tout ce genre de choses. Du coup, nous, on profitait pas de cette expérience et c'est vrai que j'aurais adoré la vivre. Je l'ai vécu, du coup, à travers mes parents, parce que, bah, eux, ils ont pu faire, tous les chemins un peu dans Paris, passer à côté des autres sites et tout, donc c'est cool.
Du coup, ouais, j'aurais adoré voir le ping-pong parce que c'est vrai que, comme tu le disais, c'est vraiment le truc qui est devenu grave à la mode avec les JO. Et du coup, je regardais les épreuves à la télé quand je rentrais le soir avec mon copain. On se posait, on regardait soit le tennis de table, soit l'athlétisme, parce que l'athlétisme, trop cool. Donc voilà, j'aurais quand même adoré les voir. Bon, c'était incompatible avec mon emploi du temps, mais Oui, et tu pas eu l'expérience de spectatrice en plus d'être ouais. bénévole? Ouais, c'est sûr. En fait, je l'ai eu, mais les jours où j'étais off, où du coup je retournais quand même sur le site de Versailles, notamment le dernier jour, parce que moi, le tout dernier jour des épreuves, j'étais off, et mes super managers de billetterie m'ont dit: «Allez, viens, au moins pour le dernier jour, en spectatrice». Mais voilà, c'est tout. C'est ma seule expérience de OK. spectatrice, c'était là où j'ai été bénévole, donc Je vois. Bon, c'est quand même cool. ouais. Nicolas, du coup, tu nous as dit que tu avais, créé ton site à la base, pour répertorier les stades de foot. Est-ce que, les JO t'ont donné envie d'ouvrir à d'autres disciplines? Parce que tu me disais que tu étais maintenant sur, aussi le rugby. Tout à fait. Bah, en fait, nous, c'était même travail initialement, c'était stade et foot, parce que c'était mon Mmh, domaine. Donc après, j'avais déjà en tête que stade, de toute façon, après, c'est du rugby, un concert, peu mmh, importe. Après, on avait en tête, parce qu'on a été en échange avec des clubs de basket, de hand, et cetera, on en parlait un petit peu, mais enfin, les JO, c'était un vrai catalyseur, parce qu'en fait, d'un coup, ça a mis un coup de projecteur que ces lieux-là sont présents, que ça intéresse, et vu que les JO ont donné, je pense, l'envie encore plus d'aller voir ces lieux, et surtout se rendre compte avec les JO que ça a été le cas, parce qu'en fait, aux JO, on parlait d'un stade de foot autant qu'un lieu d'équitation, autant qu'une salle. Donc en fait, pour n'importe quel lieu, c'était la même mmh, expérience. Donc on se rend compte qu'en fait, si on parle de stade, de toute façon, n'importe quel lieu qui accueille du public, ça pourrait même aller sur des opéras, des théâtres, et cetera, parce que c'est la même expérience au mmh. final. Mais en tout cas, ouais, clairement, ça a été un vrai catalyseur, parce que ça a mis en avant ces lieux qui ont tout autant besoin de cette expérience pour inciter à y aller, en fait. Oui, carrément, ça s'étend même au domaine culturel, comme tu dis, salle de concert, salle de théâtre. Et est-ce que tu sais si, il y a des spectateurs qui se sont servis de ton site, durant les JO? Alors pour les JO, c'était une petite quantité, parce qu'on avait Mmh, plus quand même des utilisateurs foot, donc les mmh, JO, c'était un peu moins la thématique. Mais on sait qu'on en a eu et que ça a été pratique, parce que même si on recensait que des liens des JO directement, en fait, par l'explication et par la simplification mmh. d'accéder à l'information, ça a été une vraie aide. Et après, sur la billetterie, on relayait toutes les infos dès qu'il y en avait qui sortaient pour avoir les billets à l'avance. Donc ça, les personnes étaient très à l'affût, parce que ça, pour le coup, si on n'avait pas l'info, en tout cas si on ne s'informait pas un petit peu, Mmh. surtout qu'avant les JO, c'était très critiqué, bah, en fait, on ratait le coche. Alors qu'il fallait s'y prévoir quand même bien à l'avance. Donc ça, je pense, ça a été quand même une grande aide pour nos utilisateurs. Oui, donc ça a été quand même un facilitateur, pendant les JO, vous êtes servis de cette compétition pour donner des informations supplémentaires. C'est désormais la fin de cette table ronde, donc merci à tous les 2 pour cet échange, riche et passionnant. Quant à nous, nous retrouvons, Malo Bernard, fondateur de l'application Sold Out, le Too Good To Go du sport, qui va nous donner son éclairage sur le supportérisme et la ferveur durant les JOP de Paris 2024. Et maintenant, la parole de l'expert. On vient de parler avec nos 2 intervenants du supportérisme, de la ferveur dans les stades durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et maintenant, on se demande, qu'en est-il de cette ferveur? Quel est l'héritage qu'elle a laissé? Donc je me tourne vers toi Malo, tu es étudiant en IUT-GEA, tu es aussi jeune entrepreneur, tu as lancé l'application Sold Out, donc le Too Good To Go du sport. Je vais te laisser te présenter et nous présenter, avec tes mots, l'application. Donc je m'appelle Malo Bernard, j'ai 20 ans et je suis étudiant à l'UT d'Angers, comme tu as pu le dire, en BUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Je viens de terminer la semaine dernière ma licence. OK. Cette année aussi, j'ai pu développer justement mon projet Sold Out dans le cadre des Entrep. Donc c'est un programme d'aide et d'accompagnement à l'entrepreneuriat au niveau national. Et donc ça a commencé en octobre-novembre, où j'ai pu pitcher mon projet devant plein d'étudiants qui voulaient s'investir dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai monté une équipe de 4 personnes, 3 amis à moi que je connaissais du handball, parce que je fais du handball depuis une dizaine d'années. Et donc j'ai pu commencer à développer Sold Out. Donc l'objectif de Sold Out, c'est vraiment de permettre aux clubs et aux événements sportifs de vendre à la dernière minute leurs places invendues à tarif réduit. En fait, on s'est vraiment inspiré des concepts qui existent dans la culture, avec notamment Shop ta place et Ticket Nunk, qui marchent très bien à Paris. Et moi, en tant que fan de sport, j'étais passionné par ce modèle-là et par le sport. Et donc, en fait, Sold Out, c'est vraiment la mise en lien de mes 2 passions. Et puis, en plus, moi, j'ai eu la chance d'aller souvent au stade, notamment à côté de chez moi à Angers, au SCO d'Angers, un club de Ligue 1. Et il y a plein de places libres. Et donc, je trouvais vraiment qu'il y avait une opportunité pour créer quelque chose à cet endroit-là.
OK, donc c'est vraiment le concept de l'application Too Good To Go qui t'a marqué et que tu as voulu reprendre. C'est quoi l'élément déclencheur, en fait, de cette aventure entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a vraiment un truc où tu t'es dit: «Là, je vais à cet événement, les stades sont vides et j'ai envie de remédier à ce problème»? Bah, du coup, moi, j'ai eu la chance aussi d'aller aux Jeux Olympiques cet été, notamment à Lille. Et donc là, j'ai vraiment vu une ferveur, des stades pleins. C'était vraiment des émotions incroyables. Et toute la ferveur qu'il y avait autour des JO, c'était vraiment magique. Et moi, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment pris par cette magie-là des Jeux Olympiques. Et j'avais aussi l'ambition de pouvoir perpétuer ça après les JO, dans des stades pleins, et de vraiment surfer, on va dire, sur la vague des JO, pour emmener les gens au stade et que les gens continuent d'aller dans les stades, dans les salles, découvrir des sports. Parce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques, il y a plein de personnes qui ont découvert des nouveaux sports et qui se sont passionnés par des athlètes, des histoires qui étaient vraiment géniales. Et donc, c'était l'idée de continuer dans cette optique-là. Et après, ouais, le modèle de Too Good To Go, je trouve vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment ces nouveaux modèles économiques qui se développent. Je trouve ça vraiment génial et j'avais envie de m'inscrire dans ça, même en termes dans le contexte économique. Je trouve que c'est des modèles qui sont vraiment hyper intéressants. Donc j'ai voulu reprendre ce modèle-là adapté au sport parce que justement, moi, en tant qu'Angevin, quand j'allais au stade, c'était souvent vide et je trouvais ça très triste. Et j'avais ce manque-là d'ambiance, de ferveur, et ça faisait que les matchs étaient moins sympas à regarder. Et il y a aussi une thématique du prix. Des fois, il y a des places qui sont très chères et qui sont vides. Donc, j'avais trouvé une opportunité, une fenêtre pour proposer quelque chose aux clubs et aux événements sportifs. Donc pour toi, cette application, elle vise à résoudre 2 problématiques, celle de l'accessibilité à des événements sportifs. Donc parfois, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer, effectivement des billets, pour accéder à des événements sportifs ou à des compétitions, et également à ce problème de place vide. J'ai vu notamment, enfin, je fais référence à Roland-Garros, qui a une billetterie qui est peu accessible avec quand même des tarifs assez chers, et pourtant, on remarque qu'il y a plein de places, de sièges qui sont vides, durant le tournoi. Ouais, tout à fait. Donc ouais, on résout 2 problèmes. Donc il y a le fait que les places soient trop chères et vides. Donc nous, en proposant des offres en dernière minute avec des petites réductions en partenariat du coup avec les clubs, l'objectif c'est de rendre plus accessible le sport. C'est aussi de mettre en avant des sports peut-être moins connus ou des événements sportifs qui ont moins de visibilité via notre application. Donc on résout ces 2 problèmes-là. Et concernant Roland-Garros, en fait, il y a 2 problèmes types dans le sport et la billetterie. Il y a les places qui sont trop chères et vides grand public. Donc nous, dans un premier temps, l'application va répondre à ce premier problème-là, en proposant des places à la dernière minute avec des réductions. Le deuxième problème, c'est les partenaires ou les VIP qui sont invités, qui ont des places, mais qui ne viennent pas. Ça, c'est encore un autre problème. Nous, à terme, dans un second temps, notre objectif, c'est aussi de répondre à ce problème-là en proposant une plateforme pour les clubs, enfin pour les clubs et organisateurs d'événements sportifs, pour qu'ils puissent gérer vraiment à la dernière minute, parce que c'est vraiment, est-ce que les loges, notamment à Roland-Garros, est-ce qu'elles sont vides au début du match? Ah bah oui, bon bah, on met une offre spéciale en dernière minute. Donc ça, à terme, ça sera un autre segment qu'on voudra adresser avec Sold Out. OK, donc l'objectif, c'est de, collaborer avec des grands tournois, des grands événements sportifs, Tout comme à ça. fait, ouais. Du coup, je me permets de te demander, là, tu es à quelle étape du projet? Est-ce que tu as lancé un premier partenariat, il me semble? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, ouais. Donc en début mai, on a lancé un premier partenariat avec un club de roller hockey, donc c'est un sport mineur. On a fait un premier test grandeur nature où 48 heures avant, on avait une quinzaine de places à vendre qui étaient restées invendues. Donc on les a toutes vendues en 48 heures. On a eu aussi un relais média avec notamment un passage dans l'Ouest France. Donc ça nous a fait aussi de la visibilité, c'était très chouette. Et puis nous, c'était vraiment important parce qu'on testait le concept grandeur nature. Donc il fallait vraiment qu'on ait une preuve de marché. Donc on l'a eu, donc c'était super chouette. À côté de ça, donc le développement de l'application avance très très bien. On a la maquette qui vient de se finaliser là, la semaine dernière, qu'on est très très content. Et donc là, on rentre en contact avec des clubs, notamment des premiers clubs en Ligue 1, avec des premiers contacts. Donc c'est très très chouette. On va pouvoir leur présenter la maquette, présenter le projet. Et d'ici septembre, notamment, de très très belles choses arrivent sur vos téléphones. OK, super. Et du coup, tu parles de la maquette de l'application, c'est-à-dire que l'application n'est pas encore sortie, c'est une version bêta, c'est ça? Quand on a fait un premier test au début du mois, c'était vraiment une solution simple par email, OK, par une sorte email. de OK. MVP, donc minimum, enfin produit minimum viable. OK. Et donc c'était vraiment un premier test avec un système d'email et de liens de paiement très très simple.
Donc l'application, là, pour l'instant, non, elle n'est pas encore disponible, mais en septembre, courant septembre, on espère. OK, super. Oui, donc en fait, là, c'est le concept que vous avez testé en tant que Tout à tel fait. et ensuite vous allez, lancer l'application. Super et en fait, c'est cette aventure Sold Out, tu m'as dit que c'était octobre-novembre, donc après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Du coup, j'imagine que ça a un lien. Tu l'as dit, la ferveur, tu as voulu perpétuer quelque chose? Ouais, carrément. Bah, déjà, moi, en tant que passionné de sport, hem, je suis tout le temps les Jeux olympiques et là, vu que c'était en France, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai été à Lille voir le handball. Et donc en fait, quand comme je disais tout à l'heure, quand j'ai vécu l'émotion, vraiment l'ambiance qu'il y avait autour des Jeux olympiques, c'était vraiment magnifique dans toute la France. Enfin, ça a vraiment fait rayonner la France et le sport en général et toutes ces valeurs, d'inclusion, de partage, donc c'était vraiment chouette et du coup, nous avec Sold Out, on a vraiment voulu, continuer sur cette lancée-là, post-JO et de continuer à remplir les stades, à faire vivre aux supporters, toute cette magie qu'il y avait là. Hem, Vraiment, on a vu des stades pleins, des gens qui chantaient, qui supportaient. Nous, on a voulu, continuer ça tout au long de l'année, dans les stades et villes et salles, proches de chez vous. Donc c'était vraiment ça notre ambition, ouais, de surfer sur la vague des Jeux olympiques. Et de garder cet héritage, parce qu'on a vu notamment avec, des sports, moins médiatisés, l'escalade ou même la natation qui est un sport médiatisé, mais on n'a pas forcément, l'habitude de suivre de grands champions français. Là, on a vu vraiment, ouais, cette, ferveur et qu'il y avait quelque chose à faire, ouais, sur la suite. Je suis d'accord. Est-ce que du coup, à mesure que tu développes ce projet, tu constates que ces sports qui ont été en vogue pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, tu constates qu'ils sont toujours, en vogue ou pas? Il y a un vrai effet, post-JOP? J'ai pu discuter notamment avec un club de tennis de table à côté d'Angers, les Loups d'Angers. C'est vraiment un des top clubs de tennis de table en France. Ils sont juste derrière le club des Frères Lobien de Montpellier. Et eux, ils ont pu vraiment constater un grand nombre de licenciés en plus. Après, en termes de visibilité et de gens qui viennent les voir, qui viennent dans les salles à Angers, ça reste encore très timide. Et donc, il faut continuer cet effort-là pour vraiment surfer sur cette vague-là des Jeux olympiques et amener les gens dans les salles, même s'il n'y a pas les frères Lebrun qui jouent au tennis de table, et vraiment continuer sur cette lancée. Très bien et tu me disais que tu étais, un sportif, un ancien sportif. C'est quoi ton parcours, sportif, d'athlète? Donc, je fais du sport depuis tout petit. Moi, j'ai une famille très, très sportive. J'ai 2 parents qui travaillent dans le sport, ma sœur qui est sportive de haut niveau aussi, donc j'ai baigné dans ça depuis tout petit. Moi, j'ai commencé par du foot. J'ai fait 3 ans de foot en tant que gardien de but, mais j'étais pas très bon avec mes pieds, donc c'était un peu compliqué et après, du coup, ça fait une dizaine d'années que je joue au handball. Je joue encore au handball, OK. au niveau pré-national, donc le plus haut niveau régional, voilà, au poste de demi-centre, donc c'est un peu le meneur du jeu. OK, super, oui, mais tu baignes dans cet univers de sport, enfin, ça sort pas de nulle part le projet, ça c'est sûr. On entend beaucoup dire, notamment, par de grands sportifs, que la France n'est pas, une nation de sport et de sportifs. Toi, c'est quoi ton avis sur cette question? Tu en penses quoi? Moi, je pense que, en France, on a énormément de ressources, humaines, on a des talents, hem, exceptionnels. On le voit, on est une des nations où on rayonne dans le plus de sports possible. On est vraiment excellent dans plein de sports collectifs, mais aussi individuels. C'est vraiment génial et puis on a des grandes figures avec notamment Teddy Riner, Léon Marchand, et des équipes de France de handball, de football, de basket qui sont toujours au très haut niveau. Après je pense qu'au niveau, étatique, il y a vraiment quelque chose à faire pour pousser, le sport, notamment, comme on peut le voir au modèle, enfin le modèle, aux États-Unis avec le modèle universitaire. Je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau étatique pour, pousser le sport et les valeurs qu'il y a derrière le sport, l'inclusivité, le partage, le dépassement de soi, le fait d'être en bonne santé. Je pense qu'en France, au niveau étatique, il y a pas grand chose qui est fait pour pousser le sport au haut niveau et donc je pense qu'il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Oui, donc ça se joue vraiment au niveau de l'éducation, il faut qu'il y ait que ça soit plus intégré dans l'éducation des enfants, la pratique Ouais, sportive tout à fait. et au-delà de la performance, comme tu le dis, pour les valeurs, que le sport représente. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour, remplir son enceinte sportive et à l'inverse, les actions qui sont, contre-productives? Je pense que, en fait, il y a 2 choses, pour remplir son stade, il y a le sportif et l'extra-sportif. Un club, sur sa partie, marketing, responsabilité, c'est très difficile
de maîtriser la partie sportive et la performance de son équipe. C'est quand même beaucoup plus aléatoire. Par contre, ce qu'un club peut maîtriser, c'est vraiment la partie avant-match, après-match, tout le spectacle et l'entertainment autour d'un événement. Notamment au hockey sur glace, ça se développe de plus en plus, avec un show d'avant-match, un show pendant le match, un show d'après-match. Et je pense que les bonnes pratiques, c'est vraiment de créer un univers autour du match. C'est pas seulement je viens à 21h parce qu'il y a le match, je repars à 23h parce que le match est fini. C'est vraiment proposer des activités, des événements, de la restauration avant les matchs pour vraiment créer une ambiance autour d'un match. Et ça donne envie en fait aux gens de venir parce qu'il y a le moment sportif, mais il y a tout ce moment de partage, de convivialité qu'un club peut créer autour de son match, de son événement. Après, je pense qu'il y a des bonnes pratiques, notamment le Brest Handball qui met des tarifications dynamiques. Ok. Donc il y a plein de nouvelles choses, de nouveaux algorithmes qui permettent de mettre en place des billetteries dynamiques pour répondre aux besoins de billetterie. D'accord. Après, en termes de mauvaises pratiques, je pense qu'il y a des clubs qui ont du mal à attirer notamment son public et manque peut-être de communication aussi sur ce qu'ils proposent, ce qu'ils offrent. Et c'est vraiment, moi je trouve, le manque de spectacle et le manque d'animation autour d'un match. C'est vraiment sur ce point-là que les clubs peuvent maîtriser à 100% et qui fait vraiment venir du monde. Notamment à Angers, on a le club des Ducs d'Angers qui est en Ligue Magnus, qui est très bien classé, qui est deuxième à peu près, juste derrière les Brûleurs de Loups. Et ils mettent en place vraiment tout un show pendant le match avec beaucoup d'animation, beaucoup de jeux en relation avec le public. Et ça fait vraiment venir les supporters et les patinoires au hockey sur glace sont beaucoup pleines grâce à ce show-là qui est mis en place avant les matchs. Donc pour toi, c'est plus, enfin c'est pas tant le sport en tant que tel, enfin la discipline sportive, c'est plus le fait de créer le spectacle et l'événement autour de la compétition, un peu à l'américaine en fait. Tout à fait, ouais. Parce que, ouais, en fait, la performance sportive, c'est très dur de la maîtriser. On sait que des clubs comme le Paris Saint-Germain vont avoir le stade rempli parce qu'ils ont les stars, ils ont les performances qui font venir les gens. Mais sur des clubs plus sur du milieu ou bas de tableau, c'est plus difficile de faire rêver avec la performance sportive. Et donc, il faut jouer sur d'autres leviers qui sont tout aussi intéressants. Et ça permet aux supporters de vraiment vivre une expérience géniale pendant toute la durée du match, avant et après. Ouais, c'est très intéressant comme vision et c'est vrai que c'est peu développé encore en France, comme tu le dis, sur les clubs qui ne sont pas des clubs stars. Il n'y a pas trop cette vision de spectacle et de proposer des ateliers, des événements hors compétition et hors performance sportive. Est-ce que toi, dans le développement de ton application, pardon, tu as constaté des réticences de certains clubs ou de certains partenaires à collaborer avec toi? Est-ce que c'est compliqué de mettre en place une application comme la tienne? Donc il y a la peur numéro un qu'on a pu constater chez les clubs organisateurs d'événements sportifs, c'est la peur de cannibaliser leur billetterie principale en fait. Donc c'est de vendre des places en dernière minute avec des petites réductions. Les clubs ont cette peur-là, mais qui est normale, hein, que les gens attendent au dernier moment justement pour prendre leur place et pour avoir des petites réductions. Nous, l'objectif, c'est pas du tout de créer ce comportement-là chez les supporters. Déjà, nous, notre cible, c'est plutôt le grand public qui va très occasionnellement au stade et qui reçoit une notification sur son téléphone et voit la bonne opportunité et donc va au stade. Il y a trois typologies de supporters pour des clubs. Il y a les supporters, donc les abonnés qui prennent vraiment leur place en avance ou à l'année. Tu as les gens qui veulent voir le match, qui sont supporters moins hardcore, mais qui prennent leur place bien en avance. Et nous, on vise vraiment cette troisième typologie de clients qui est vraiment le grand public, qui prennent leur place souvent à un moment. C'est vraiment des comportements qu'on voit de plus en plus chez les gens et notamment chez les jeunes. Donc nous, on répond à ce besoin-là. Et, c'est un comportement utilisateur qu'on n'observe pas du tout, notamment dans le monde de la culture. Ça fait plus d'un an, on va dire, que ces applications dans la culture existent. C'est un comportement qu'on n'observe pas du tout et les organisateurs d'événements culturels n'ont pas du tout remarqué ce phénomène-là. Et après, l'objectif, c'est pas proposer non plus la moitié du stade en dernière minute sur notre application, c'est vraiment d'avoir cet effet aussi de rareté et de bon plan qui fait que les gens ne vont pas attendre parce que c'est vraiment quelque chose en effet limité, c'est un bonus et tout le monde de toute façon n'aura pas la chance d'avoir ces réductions. Oui, c'est ça, c'est la bonne occasion. Vous n'allez pas vendre 160 places, c'est genre 15 places en ouverture à un prix bas. Mais effectivement, ce que je comprends, c'est que tu vises
un public qui n'irait pas forcément voir cette compétition ou cet événement sportif s'il n'y avait pas cette réduction, quoi. Il n'est pas forcément intéressé par la discipline, mais avec ce bon plan, il va aller remplir cet événement. Ouais, des personnes qui aiment le sport, hem, mais qui ont soit un problème de budget ou qui sont pas au courant des événements sportifs proches de chez eux. Et donc nous, du coup, on répond à ces 2 besoins-là et on observe chez les jeunes qu'il y a une grande tendance à organiser ces événements à dernière minute et surtout s'il y a des bons plans. On voit que Too Good To Go marche très, très bien chez les jeunes. Par exemple, on est avec un groupe d'amis, il est 17h: «Oh, on fait quoi ce soir?» On est samedi soir. «Oh, bah, on reçoit une notification, bah, on a 5 places avec moins 20%». Et là, ça motive les gens et leur proportion à acheter est beaucoup plus grande, s'il y a même une toute petite réduction de 10 ou 20%. OK, très bien. Et donc là, tu nous as parlé de ton premier partenariat, donc j'en déduis que c'est un succès vu que vous avez vendu les 15 places. Tu as eu des retours de supporters qui sont allés, à ce match? Ouais, j'ai pu collecter du coup des avis d'une dizaine de supporters qui étaient venus. Ils ont vraiment été, bah, conquis par le concept. Ils adorent. Après, c'est un concept qui plaît en soi parce que, ça permet aux gens du coup de découvrir de nouveaux sports. Le sport, c'est quand même au global très positif, enfin, c'est très bien vu, c'est quelque chose de très, très positif. Et puis le fait d'avoir des réductions, les gens adorent. Le fait d'activer chez eux, le fait de faire un bon plan, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très apprécié. Donc c'est pour ça que ça a été très cool. Et puis en plus, du coup, ça a permis de remplir la salle, donc qui était vraiment pleine pour un match de play-off en plus, donc des phases finales où c'était très disputé. Donc il y avait vraiment une belle ambiance dans la salle et l'organisateur était aussi très content. Donc c'était vraiment une réussite des 2 côtés, ouais. OK, ouais, ça a été bénéfique des 2 côtés. Toi, tu étais présent sur place, tu as vécu le match et Ouais, tout à fait. Donc vu que c'était une version un peu bêta, ouais. j'étais aussi à l'entrée pour vérifier les tickets et du coup j'ai pu aussi discuter en vrai avec les personnes qui avaient pris les billets via Sold Out. Donc c'était très chouette et puis après j'ai pu vivre le match dans les tribunes pleines. Donc c'était vraiment cool. Je suis dans les dernières questions, mais dans leur organisation et leur communication, est-ce que tu penses qu'il y a certains sports qui devraient, s'associer pour, partager leur infrastructure notamment et s'aider mutuellement à les remplir? Est-ce que tu as un avis sur comment remplir, les infrastructures autres que par, par exemple ton concept? Ouais, je pense qu'il y a de très belles opportunités à faire dans le monde du sport. Je pense que ouais, en termes, ouais, pour maximiser les infrastructures qu'on a en France, on a la chance d'en avoir plein, mais les maximiser, ce sera encore mieux. Euh, je pense que oui, il y a plein d'opérations à imaginer en termes notamment de communication et pour donner vraiment envie aux gens de venir, avec peut-être des partenariats entre 2 clubs de la même ville, avec des sports différents, mais une offre groupée, je sais pas, un match de foot, un match de basket. Hem, un pack qui pourrait aller voir les 2. Je pense qu'il y a plein d'opérations à faire et je pense que plus le sport s'entraide, hem, c'est positif pour tout l'écosystème sportif et et au global, c'est que vertueux, je pense, ouais. Tout à fait. Et tu penses quoi de, par exemple, je vais prendre en exemple le stade du Paris Saint-Germain, qui n'appartient pas au Paris Saint-Germain et qui appartient à la municipalité. Est-ce que tu penses que c'est bien qu'il y ait cette division ou que ça serait mieux que le club puisse racheter son enceinte sportive? Est-ce que tu as un avis sur cette question? Je crois qu'en France, il y a pas beaucoup de clubs qui sont Pas beaucoup, non. propriétaires de leur stade. Moi, je pense que pour un club avec une ambition comme le Paris Saint-Germain, c'est hyper important de détenir son stade. Ok. Parce que je pense que ça nous permet de faire beaucoup plus de choses en tant que club et d'être vraiment beaucoup plus libre. Euh, je pense que ouais, il y a plein de choses à imaginer en étant propriétaire de son stade. Euh, je pense que les contraintes faites par la mairie ou ces choses-là, ça peut notamment justement contraindre le Paris Saint-Germain. Et je pense que ouais, ça offre plein d'opportunités de propriétaire de son stade. On est beaucoup plus libre et je pense qu'il y a du coup beaucoup plus d'événements, d'opportunités à créer quand on est propriétaire de son stade. Et moi, je pense que ouais, c'est quelque chose de très important. Très bien. Et donc pour finir, si tu peux nous parler un peu des prochaines étapes de ton projet, je ne sais pas si c'est, encore secret, tu nous as parlé de septembre, mais notamment est-ce qu'il y a un projet de développement, à l'échelle nationale? C'est quoi la suite? Tout à fait. Donc là, pendant l'été, on va bosser à fond pour préparer justement le lancement en septembre. Donc en septembre, l'objectif, c'est de lancer au niveau régional. Donc moi, je suis des Pays de la Loire, donc plus Angers, Nantes. Donc on vise ce secteur-là jusqu'à fin 2025 pour faire un premier test.
Et après, en 2026, l'objectif, c'est vraiment d'être présent partout en France. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner aux étudiants, que ce soit un conseil sportif, un conseil entrepreneurial? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces étudiants auditeurs de Radio Campus? Moi, du coup, en tant qu'étudiant aussi, j'ai vraiment trouvé ma voie dans l'entrepreneuriat. Et donc, je conseille à tous les étudiants qui sont un peu animés, qui ont un peu un projet, de vraiment se renseigner sur qu'est-ce qui existe autour de chez eux. Il y a beaucoup de programmes qui peuvent aider les jeunes à entreprendre, créer leurs projets. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé du coup avec les Entrep. Et c'est vraiment le fait de se mettre en avant, enfin de se mettre en mouvement et de commencer petit à petit, qui a fait qu'aujourd'hui, Sold Out en est et qu'en septembre, on va sûrement être lancé. Et donc vraiment, j'encourage les étudiants à entreprendre et à notamment se faire aider avec plein de programmes qui existent, notamment en Île-de-France. Et toi, tu en avais entendu parler de ce programme qui t'a aidé, ou tu l'as cherché? Comment Ouais. t'es arrivé là? Ouais, j'en avais entendu parler grâce à une amie qui l'avait fait 2 ans avant moi, qui avait vraiment adoré et qui avait pu, elle, contribuer à un projet entrepreneurial. Et du coup, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, ouais. OK, donc toi, tu as l'idée qui a germé dans ta tête et tu t'es dit: «Bon, j'ai besoin d'aide», parce qu'effectivement, c'est pas facile de se lancer tout seul dans l'aventure entrepreneuriale, et grâce, aux Entrep, du coup, tu as pu, pitcher ton idée à des Tout à fait, ouais. publics. En fait, ouais, le programme des Entrep permet vraiment de calibrer ton idée, de la façonner et d'être en contact avec plein de professionnels. On a notamment un coach et un parrain qui est un professionnel et un chef d'entreprise. Donc ça nous permet d'avoir un regard vraiment professionnel de quelqu'un qui a de l'expérience, de confronter son idée, de la pitcher et après de bâtir un vrai projet. Donc aussi commencer par des choses très simples, mais un business model, une étude de marché pour vraiment voir si l'idée pourrait se conclure dans la vraie vie. Et donc, en fait, au début, ça peut être très très flou, cette idée d'entreprendre, ça peut faire un peu peur, mais le fait de se faire accompagner, ça permet en fait de rentrer dans un cadre et c'est beaucoup plus rassurant. Moi, je sais que c'est très cool au début d'avoir un cadre pour savoir, ah ok, au début, il faut faire une étude de marché, après, il faut aller pitcher son projet. Donc, c'était vraiment très très cool et j'encourage les jeunes à faire ça. OK, super, oui, parce que c'est sûr que c'est dur de se lancer, comme tu dis, quand on ne sait pas par quelle étape commencer, quand on ne baigne pas dans cet écosystème et ce business. Donc ouais, non, c'est super qu'il existe des programmes comme ça, et je pense que tout le monde n'est pas au courant qu'il y a ce genre d'initiative et qu'on peut se faire accompagner. Sur, une question plus légère, toi, à l'avenir, c'est sur quel sport que tu miserais? Quel sport va péter dans les prochains mois, les prochaines années? Et du coup, bah, je suis peut-être pas très objectif, mais je trouve que le handball a vraiment un côté très spectaculaire. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour du handball. Il y a notamment le club du Célestat, je crois que si je dis pas de bêtises, mais qui propose vraiment toute une expérience avant, après et pendant le match, avec notamment des concerts. Ils ont pu avoir ils ont pu avoir Big Flo et Oli, ils ont pu avoir Gazo. Et ils sont un club de deuxième division, notamment, enfin, vraiment un club plus mineur du handball français, mais ils ont un grand stade de 9000 places et ils arrivent justement à remplir ces 9000 places de temps en temps quand ils font des gros événements. Donc je parie sur le handball et c'est notamment ces clubs-là pour qu'ils continuent à développer ce sport spectacle et le handball, moi je trouve ça très rapide, je trouve ça très intéressant à regarder. Et après, je parie aussi beaucoup sur les sports américains. Donc le hockey sur glace en France se développe beaucoup, beaucoup. Euh, et, euh, et après, des sports comme. Ah non, c'est mes deux sports. Ouais, c'est très bien. C'est mes deux sports. OK, non, très bien comme réponse. Tu parlais du hockey, qui, s'en sort visiblement très bien et qui crée vraiment l'événement autour de ces compétitions. Est-ce que c'est propre à ce sport en particulier, ou tu vois d'autres sports qui sont dans la même dynamique? C'est quoi ton avis dessus? Je pense qu'aujourd'hui en France, il y a aucun sport qui est au niveau du hockey sur glace en France. Parce qu'il y a vraiment un taux de remplissage des patinoires qui est vraiment très élevé, que ce soit du premier au dernier club. Et ça, je pense que c'est vraiment propre au hockey actuellement en France. Je pense que c'est le fait d'avoir vraiment ce sport très spectaculaire avec tout ce choix à l'américaine autour du hockey sur glace. Je pense que ça plaît beaucoup. Je pense que dans d'autres sports, il y a certains plus petits clubs qui, qui ont des initiatives, mais avec une échelle d'une ligue, donc de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Je pense qu'il n'y a aucun sport pour l'instant qui arrive à créer vraiment cette effervescence autour de tous ces clubs. Mais il y a des idées qui sont en train d'être mises en place par certains clubs. Et je pense que dans les futures années, il y aura de très belles choses à faire en France. Mais je pense que le hockey sur glace, ouais, c'est un peu un cas isolé
malheureusement aujourd'hui en France, mais je trouve qu'on est dans la bonne direction, ouais. Et pour conclure, toutes ces informations-là sur le hockey et tout, c'est des études que tu as faites pour élaborer ton projet Sold Out, ou c'est un sujet qui t'a toujours intéressé, le sujet des billetteries, le sujet de quel sport peut marcher, du sport événement Le sport événement, le sport spectacle, ça m'a toujours, intéressé. Je me suis toujours un peu intéressé, je lisais les news, sur l'équipe, dans les médias, ça m'intéressait. Mais le fait de s'intéresser en profondeur, d'étudier vraiment le sujet, c'est vraiment depuis que je suis sur Sold Out. Je trouve ça très intéressant de comprendre comment un club réussissait à remplir ses tribunes. Et donc ça fait ouais, depuis 5-6 mois que je m'y intéresse vraiment à ces problématiques-là. Hem, Ok, ouais, donc tu es devenu un peu expert du sujet. Et si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas notamment ton stage au Duc d'Angers qui t'a permis d'apprendre un peu plus sur les billetteries, comment ça fonctionne? ouais, tout à fait. Donc j'ai eu la chance d'être en stage pendant 2-3 mois, au Duc d'Angers. Et donc on a pu notamment organiser la finale de la Coupe de France à Bercy, les phases finales, de play-off. Donc ça m'a permis de voir, pour moi, de voir en interne comment un club organisait, tous ces événements-là, et j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur les stratégies de billetterie, comment remplir son stade, et notamment ce fait de mettre en place le sport spectacle, au sein des Ducs d'Angers. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est un écosystème qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas immergé à Tout à fait, l'intérieur. oui. Donc merci beaucoup Malo pour cet échange très enrichissant et intéressant qui va vraiment apporter de la matière à notre émission. Et maintenant, je vais laisser Malo terminer et avoir le mot de fin sur cette émission. Donc merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était vraiment super chouette. Heu, je vous invite à suivre le Instagram de Sold Out, donc Sold Out-du-bas sport sur Instagram, pour suivre toutes nos aventures, pour être au courant de tous les bons plans, et si vous voulez revivre la magie des Jeux olympiques tout au long de l'année, suivez-nous sur Instagram. C'est désormais la fin de notre émission. Une fois encore, Miromédia a rassemblé aujourd'hui 3 acteurs clés autour du supporterisme lors des JOP de Paris 2024. En croisant leurs regards et leur expérience, Nicolas, Sibel et Malo sont revenus sur l'exceptionnelle ferveur populaire que nous avons connue l'été dernier. Du volontaire aux supporters, ils ont vécu ces jeux de l'intérieur et ont accepté de venir nous le raconter pour que cet héritage immatériel demeure. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis sur Miromédia et sur Radio Campus Paris. Et à très vite pour un nouvel épisode.